L'être vivant le plus assassiné du monde, c'est la fleur. Nice, en été. Les fleurs servent de munitions. Monte-Carlo, même époque. Avec les fleurs de courge, on fait des beignets. La fleur, qui crée et donne la vie, est offerte sans défense à toutes les agressions. L'homme est en haut de la pyramide écologique, le destin de la plante, c'est d'être à la base. Résultat, elle est la victime de tout le monde. Alors la plante se défend comme elle peut. Contre l'homme, elle ne peut rien. Il y a les poisons, bien sûr. On a vu par exemple des soldats de Napoléon mourir en Espagne pour avoir enfilé des grillades sur des branches de laurier rose. Toujours en Espagne, mais bien avant, les anciens Ibères, vaincus par les Romains, préfèrent s'empoisonner avec la renoncule sardouce. Elle fait bizarrement mourir l'homme, la mâchoire crispée, en rictus sardonique, d'où son nom, et le choix de cette ultime provocation. Mais il y a longtemps que l'homme a déjoué les pièges des plantes. De la plupart des plantes toxiques, il tire maintenant des médicaments, digital et combien d'autres. Il arrive aussi qu'un insecte déjoue le piège. Le papillon monarque s'est adapté au poison de cet Asclépias, au point qu'il se nourrit et se reproduit exclusivement sur lui. Mais si un chat mange ce papillon, il meurt empoisonné. Contre les gros herbivores, le poison est une arme de dissuasion beaucoup plus efficace. Ainsi, le bouton d'or est tranquille dans l'herbe, les vaches n'y toucheront jamais. Elles savent qu'il est empoisonné. Mais dans l'ensemble, les stratégies de défense développées par les plantes ne visent pas la destruction du monde animal. Pour la grande majorité d'entre elles, tout se passe comme si elles savaient qu'elles sont condamnées à renouveler sans cesse, par la synthèse chlorophyllienne, le stock alimentaire dont dépendent les animaux et les hommes. Il faut donc à la fois qu'elles soient mangées et qu'elles aient le temps de se reproduire. C'est pourquoi, depuis 100 millions d'années, elles dépensent des trésors d'imagination pour assurer de mieux en mieux ce qui est la base de toute société, protéger avant tout la mère et l'enfant. En l'occurrence, la mère, c'est la cellule femelle dans la fleur. Et une fois qu'elle est fécondée, l'enfant, c'est la graine. Voici l'organe femelle d'une tulipe, avec en haut le stigmate destiné à recevoir les grains de pollen mâle. On peut comparer cela à un donjon fortifié dans lequel une belle au bois dormant, la cellule femelle, attend le chevalier qui va venir la réveiller. Or, à l'extérieur du château, la guerre est partout. C'est pourquoi, autour de la belle, on a construit plusieurs séries de remparts. D'abord un ovule, à triple paroi, puis un ovaire à parois bien épaisses. Quand le chevalier pollen va se présenter en haut de la tour, il lui faudra franchir toutes ses enceintes jusqu'à sa belle. Mais la cellule femelle sait ce qu'elle veut. Elle lui envoie des ordres, transmis par des impulsions hormonales, qui lui permettent de se fabriquer une lance avec laquelle il va percer les parois successives et parvenir jusqu'à la chambre nuptiale. Mais ce château fort de la tulipe et de bien d'autres fleurs, les plantes primitives étaient loin de le connaître. Tout au début, elles n'avaient ni pistil, ni ovaire, ni même ovule. Elles se contentaient de déposer leurs cellules femelles en race campagne à la grâce de Dieu. Les fougères, par exemple, abandonnent leurs spermatozoïdes sur un tapis humide où ils doivent nager
vers la cellule femelle. C'est la fleur qui, peu à peu, a inventé d'abord la protection de la cellule femelle par un ovule, puis la protection de l'ovule par un ovaire. Ici, des centaines d'ovules dans l'ovaire d'une fleur de jonquille. Et ici, quelques ovules seulement dans l'ovaire d'une fleur de narcisse. Ce fut une longue aventure de 100 millions d'années. Une des plantes à fleurs les plus anciennes est celle du saule. C'est vraiment la mère primitive. Elle se contente d'aligner ses ovaires à l'air libre sur un axe dressé. En fait, chaque ovaire de saule constitue une fleur femelle réduite à sa plus primitive expression. L'ensemble de ces fleurs formant les chatons. Il y a une curieuse histoire de l'homme et du saule. Au XVIIIe siècle, un Anglais nommé Stone s'est tenu ce raisonnement hardi. Le saule pousse dans les marécages. Or, il n'attrape pas la fièvre. C'est donc qu'il a un médicament contre la fièvre. Et s'il cache ce médicament, c'est forcément dans l'écorce, puisque c'est elle qui le protège. L'Anglais fit donc de la tisane d'écorce de saule et constata qu'effectivement ça calmait la fièvre. Le 2 juin 1763, il fit un compte-rendu à la Royal Society de Londres. Et puis, en 1829, un pharmacien français nommé Leroux se dit « Mais si cet Anglais a eu des résultats, c'est qu'il y a quelque chose ». D'un extrait d'écorce de saule, il réussit à isoler ce quelque chose, une poudre qu'il nomme salicine, parce que le nom latin du saule est salix. Enfin, en 1853, l'Allemand Karl Gerhardt fit subir un traitement à ce produit. Il inventa ainsi le premier de tous les médicaments, l'acide acétylsalicylique, de salix, autrement dit, l'aspirine. Enfin, c'est en 1899 qu'un autre Allemand, Adolf von Baeyer, a commercialisé l'aspirine. Pourquoi le mot aspirine au fait? Nous allons y revenir. Voici, comparée à celle du saule, une fleur qui a déjà l'air beaucoup moins primitive, celle du magnolia. En fait, pas du tout, au contraire. Il suffit de voir ces ovaires qui contiennent les cellules femelles. Ils sont imprudemment exposés au sommet d'un cône pointu, surmontant les étamines, comme si la fleur avait cherché à les protéger en haut d'un donjon. Illusoire. C'est méconnaître le danger des attaques aériennes, les fleurs n'ont pas tardé à s'en apercevoir. Déjà, le lotus nelumbo, cette fleur encore primitive, essaie de faire mieux que le magnolia. Le cône qui porte les ovaires se renverse, prend la forme d'une toupie, et les ovaires s'y retranchent à mi-corps, dans des trous individuels. C'est déjà mieux. On passe à la tranchée. Les nymphéas et les nénuphars vont encore plus loin que le nélumbo. Le présentoir à ovaires surélevé, ils le suppriment carrément. Leur pistil devient plus discret. Cette fois, c'est le bastion. Le vrai retranchement, d'ailleurs, c'est celui des colchiques et des crocus, qui enfoncent carrément leurs ovaires sous terre. La fleur laisse émerger les pétales et 3 longs styles capteurs de pollen. Les femmes et les futurs enfants sont sous terre.
Mais ce n'est pas à la portée de toutes les plantes. Les renoncules, par exemple, ne se défendent pas seulement par le poison, elles s'arrangent pour avoir un cône porteur d'ovaires le moins provoquant possible, exposant très peu les ovaires. Chez le bouton d'or, ce cône finit même par passer inaperçu. Mais voici les fleurs qui savent le mieux, le plus maternellement protéger leurs ovaires. Elles en arrivent à les enfouir au fond d'elles-mêmes, au fond d'une coupe formée par les pétales. Pommier, abricotier, poirier, cognacier, pêcher, cerisier. Toutes les fleurs de ces arbres sont des rosacées, de véritables fleurs berceaux pour leurs ovaires, et donc pour leurs enfants. L'unique enfant de la fleur de cerisier, par exemple, grandit en se débarrassant de toutes les pièces du berceau qui protégeaient l'ovaire dont il vient. Il n'en gardera aucun souvenir. Le souvenir du berceau des ovaires, voici un fruit qui le conserve, la pomme. Après fécondation, les bébés pommes, c'est-à-dire les pépins, restent sagement dans leur berceau. Ce qui grossit, c'est le ventre de la maman et la paroi de ses ovaires. Résultat, un véritable château fort qui protège l'héritier, le summum de la protection maternelle et infantile dans la science végétale. Château fort fait pour attirer le prédateur une fois devenu rouge, mais les bébés pommes ne craignent rien. Bien protégés dans des petites enveloppes translucides, ils voyageront. Ils iront faire leur vie ailleurs. Voici une rosacée qui vit dans les marais, la spirée, ainsi appelée parce qu'elle enfouit ses ovaires en spirale. Vivant comme le saule avec les pieds mouillés, elle devait bien aussi soigner les rhumatismes. Et de fait, au siècle dernier, on a réussi à en tirer un corps très voisin de celui tiré du saule, et c'est ainsi que la spirée a donné son nom à l'aspirine. Mais de toutes les rosacées, c'est la rose qui arrive le mieux à creuser son ventre pour y protéger ses nombreux ovaires. Par contre, après fécondation, les bébés roses ne sont pas enfermés dans un château fort comme la pomme. Tout petit, tout sec, ils restent dans le berceau, jusqu'à maturité. La rose des jardins n'existe pas à l'état sauvage. Les roses sauvages, en fait, ce sont des églantiers. Si Malherbe a écrit « Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin », c'est parce que de son temps, il n'y avait que des églantiers, qui effectivement perdent leurs pétales très vite. Ce sont les horticulteurs qui ont fait les roses modernes, en obligeant les étamines de l'églantier à se transformer en pétales. Ce qui s'est fait à force de sélection et continue à se pratiquer par fécondation d'une variété avec une autre.
En transformant les étamines de la rose, l'homme ne fait d'ailleurs que copier la nature. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer par exemple un nymphéa. On voit très bien comment, de l'intérieur vers l'extérieur, la fleur transforme progressivement ses étamines en pétales, avec toutes les étapes intermédiaires. Ainsi, nous voyons que depuis 100 millions d'années, la hantise des plantes, c'est la protection maternelle et infantile. D'abord, la plante abandonne sa cellule femelle dans l'eau à l'aventure, ce sont les algues. Puis, elle apprend à l'enfermer dans une urne, ce sont les mousses et les fougères. Puis, elle construit des parois autour de l'urne et invente l'ovule, ce sont les conifères. Puis, elle enferme l'ovule dans un ovaire, encore à l'air libre, comme le magnolia. Enfin, la fleur apprend à enfouir ses ovaires dans son ventre, comme dans la pomme. C'est le système des poupées russes. Évidemment, chaque fois, le chevalier Pollen doit franchir une enceinte supplémentaire pour atteindre Superwoman, qui, pour l'aider, lui envoie sa super hormone. Alors, on se demande pourquoi ça s'arrêterait là. Nous avons poussé notre enquête jusqu'au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et là, dans un placard de l'herbier, où sont rassemblées les plantes trouvées dans le monde entier, nous avons trouvé la réponse. Le Hénécartia d'Argentine et le Tambourissa de Madagascar. Alors, voilà, une plante très impressionnante parce que c'est la plante du futur. Elle a inventé quelque chose de complètement nouveau. Elle enferme ses fruits, ce qu'aucune plante ne savait faire avant de cette manière-là. Et dans 100 millions d'années, les plantes seront peut-être devenues comme ça et nous serons tous morts à ce moment-là. Elle enferme sa fleur d'abord. Sa fleur d'abord et le fruit qui en découle ensuite. C'est comme si une rose s'enfermait dans une carapace. Exactement. Mais savez-vous que le figuier est lui aussi un arbre futuriste? Celui-ci est un phénomène. Coincé dans le jardin d'un monastère français à Roscoff en Bretagne, il a été planté en 1621. Il couvre 600 mètres carrés. Mais pourquoi donc le figuier, au sens de l'évolution, est-il un arbre futuriste? Avez-vous déjà vu au printemps des fleurs de figuier? Jamais. Voici la clé du mystère. Les figuiers ont signé un contrat exclusif avec un insecte dont ils s'assurent la fidélité en lui organisant un service après-vente, le blastophaga. En bas à gauche, monsieur, à droite, madame, avec des ailes. Au printemps, les figuiers fabriquent plusieurs sortes de petites figues. Les unes sont destinées à grossir et deviennent comestibles. Les autres sont des fausses figues, parfaitement imitées, mais qui resteront petites. Comme les vraies, elles ont des petites fleurs qui tapissent l'intérieur de la figue et un petit trou en haut. Mais ces petites fleurs sont stériles. Elles ont des ovules qui sont destinés à nourrir les bébés pondus par Madame Blastophaga. Monsieur Blastophaga, lui, est chargé de féconder ses larves. Et s'il n'a pas d'ailes et de tout petits yeux, c'est parce qu'il est condamné à faire ça sans jamais sortir de cette figue prison. Quant aux jeunes femelles Blastophaga qui ont des ailes et des yeux, une fois sorties de l'ovaire, en effleurant les fleurs mâles de la fausse figue, elles se chargent de pollen, s'échappent et vont déposer ce pollen dans les vraies figues, celles dont le figuier veut faire des fruits. Grâce à cet échange de bons procédés,
les ovaires de figuier donnent des fruits. Et ces fruits ne sont pas, comme on le croit, les figues, mais bien les petits pépins qu'elles contiennent et qui proviennent chacun d'une fleur minuscule fécondée, sans doute parmi les plus petites du règne végétal. Ainsi organisée, la fleur enfermée du figuier ne risque pas le genre de mésaventure à laquelle ne s'attendait pourtant pas cette fleur des marais, la consoude. Elle sait pourtant attacher la clientèle d'un insecte sérieux, spécialisé, le bourdon. Elle lui réserve l'exclusivité de son nectar, s'étant adaptée pour qu'il soit seul capable de l'atteindre au fond de ses corolles. Elle a adapté leur diamètre à son corps velu afin qu'en échange, il se charge de pollen. La preuve, une abeille a beau essayer, elle n'a ni la trompe capable d'atteindre le nectar, ni la corpulence qui lui permettrait de féconder la fleur, comme peut le faire le bourdon. Mais le hasard a voulu que notre opérateur surprenne ici un fait divers. Voici un bourdon qui préfère passer par derrière et fracturer les corolles, en série, comme un cambrioleur introduit dans la salle des coffres d'une banque. Et derrière lui, c'est la curée. Tout le monde en profite, à commencer par une abeille. Le nectar de la fleur volé, sa corolle détruite, son pollen non utilisé, son pistil non fécondé, voilà un travail d'adaptation qui a demandé 100 millions d'années et qui pour une fois ne sert à rien. Il y a des asociaux partout et l'on a bien raison de tout faire pour se protéger.